spécialiste de l'immigration. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages. Jean-Paul Gorevitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et de vous pencher sur le cas Zemmour à travers un ouvrage intitulé « La tentation Zemmour et le grand remplacement ». Et vous indiquez d'entrée de jeu que votre ouvrage n'est ni une hagiographie, ni une tentative de démolition, vous allez décevoir beaucoup de monde, mais vous revendiquez une analyse scientifique autour de cette notion de grand remplacement et aussi autour du positionnement politique d'Éric Zemmour. Tout à fait. Je sais très bien que je vais être l'objet d'un certain nombre de critiques, d'ostracisme ou voire d'injures, parce que justement, à la différence d'un certain nombre de journalistes, j'ai essayé de faire un travail précis, documenté, scientifique, aussi bien sur le grand remplacement que sur le positionnement politique d'Éric Zemmour. Alors, votre analyse scientifique vous amène à un jugement absolument péremptoire, ce qui est quand même un peu contradictoire, puisque vous dites, par exemple, que Éric Zemmour ne peut pas être président de la République. Vous dites, c'est impossible. Ce à quoi il vous répond d'ailleurs par son slogan, impossible n'est pas français. Oui, alors, je justifie évidemment cette prise de position. J'ai expliqué que Éric Zemmour avait gagné une bataille idéologique, car il a réussi, et il est le premier à l'avoir fait, à faire en sorte que son thème majeur, le grand remplacement, se situe au cœur de la campagne et au cœur des débats. Donc ça, c'est une victoire. Je dis en même temps que le risque pour Éric Zemmour est de transformer cette victoire idéologique en défaite électorale. Et j'explique pourquoi. Quand on analyse, et on l'a fait pour à peu près toutes les présidences qui se sont passées, quand on analyse la trajectoire présidentielle d'un candidat, on se dit que la fusée présidentielle a 3 étages. Premier étage, c'est la représentativité. Il n'y a aucun problème, Éric Zemmour est représentatif d'une partie de l'électorat. Le deuxième étage, c'est la crédibilité, c'est-à-dire, est-ce que les gens pensent que je peux être élu. Entre 12 et 16% dans les sondages, c'est pas impensable d'atteindre le seuil de crédibilité. Mais le troisième étage, qui est celui qui pose un problème, c'est l'étage de la fiabilité. La fiabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je peux démontrer à ma clientèle, à mon électorat, que je vais réaliser ce que je lui promets. Et là, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas de passé électoral propre, qui n'a pas un staff qui lui permet de se prémunir des mauvais coups et d'envoyer aussi des flèches sur ses adversaires, et qui n'est pas habitué à ce type de campagne. Donc, je déduis, et je prends le risque de le dire, je déduis que d'une victoire idéologique, on peut passer à une défaite électorale et que ça serait très dommage parce que du coup, la défaite électorale annihilerait tous les bénéfices qu'il a engrangés en faisant du thème du grand remplacement le cœur de sa campagne. Sur cette notion de grand remplacement, on sait qu'Éric Zemmour est partisan de cette thèse du grand remplacement. Il parle des peuples qui remplacent d'autres peuples. Vous lui répondez directement, d'ailleurs, en indiquant, je cite, que le grand remplacement s'affiche comme un scénario parmi les autres, vraisemblable, mais aussi récusable. Comment aboutissez-vous à cette conclusion très macronienne en même temps? Je me sens... En même temps, si. Oui, c'est possible, mais c'est pas possible. Oui, l'adjectif macronien ne me convient pas du tout. Bon, dans la démarche intellectuelle. Mais bon, j'accepte qu'on me l'attribue, mais ça n'est pas le mien. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de gens qui parlent du grand remplacement en parlent sans savoir ce que c'est. Le grand remplacement, c'est pas nouveau. C'est même pas Renaud Camus qui l'a inventé. J'ai fait tout un historique du grand remplacement pour montrer
que dès 1895, avec l'invasion noire, et le mot dit bien ce que ça veut dire, et dès 1905, avec l'invasion jaune, le capitaine d'Henry, celui qu'on a appelé le colonel Drian, avait déjà prévu, alors peut-être sous forme un peu de fiction, cette notion de grand remplacement. Et puis, il y a eu Barrès, il y a eu Jean Raspail, il y a eu Renaud Camus, etc. La question est la suivante. Le grand remplacement, ça a un aspect quantitatif, ça a un aspect qualitatif, ça a un aspect politique. On reviendra sur ces trois aspects. De ce point de vue-là, les données que nous avons aujourd'hui permettent de penser qu'il y a un bouleversement de la population française, un bouleversement quantitatif, un bouleversement qualitatif et peut-être même un bouleversement politique, mais nous n'avons pas les données disponibles scientifiquement pour dire voilà ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 80 ans. Vous savez bien que les scientifiques sont extrêmement prudents et qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire quel sera, par exemple, l'impact des migrations du bouleversement climatique sur les migrations environnementales, quel sera l'impact des pandémies, quel sera l'impact, on prend un exemple peut-être encore plus précis, quel sera l'impact de la transition démographique qu'on voit actuellement au Maghreb, c'est-à-dire les jeunes femmes font moins d'enfants que leur mère, qui font moins d'enfants que leur grand-mère, quel sera l'impact de cela sur la population d'origine étrangère en France. Donc, je reste extrêmement prudent, comme la plupart de mes collègues scientifiques, pour dire c'est un scénario vraisemblable, mais ce scénario, il n'est pas inscrit dans le marbre. On ne peut donc pas poser comme principe que ce grand remplacement aura lieu dans 30, 50 ou 70 ans. Et pour prendre un exemple précis, vous savez que je ne partage pas grand-chose avec Hervé Lebras, mais au moins Hervé Lebras a dit toutes les prévisions à 50 ans risquent d'être fausses à 98%. Et là, c'est une des rares phrases qu'il a écrites que je peux approuver. C'est-à-dire que vous considérez que le grand remplacement, il n'est pas acté au moment où nous parlons, en 2022. Il n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui une éventualité. C'est une éventualité qui comporte un certain nombre de signes vraisemblables, mais il n'est pas inscrit dans le marbre, il n'est pas acté. Jean-Paul Gourevitch, ce que je ne comprends pas, et je respecte votre point de vue bien sûr, mais vous indiquez qu'il y a des variables non maîtrisées, en fait, bon. des chiffres qui sont non maîtrisés et qui rendent donc aléatoire toute conclusion politique ou prévision. J'ai bien compris. Mais vous, les chiffres, vous les relevez, vous les révélez. Vous avez passé d'ailleurs des décennies à faire, comme Michel Tribala, comme bien d'autres, la recherche de ces chiffres qui sont interdits. Et vous affirmez par exemple que l'Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane qui vit en France, représente environ, je vous cite, 9 millions de personnes. Oui. Alors, si je m'en tiens à l'AFP, qui n'est pas scientifique, mais qui donne la doxa, on arrive à 5, voire 6 millions. Comment vous expliquez ce différentiel et comment vous arrivez à ce chiffre de 9 millions, puisque vous nous dites que c'est aléatoire et qu'on n'y a pas accès? Alors, c'est très simple. L'Oumma, c'est l'ensemble des gens qui sont rattachés à l'islam d'une façon ou d'une autre, y compris des enfants qui n'ont pas choisi pour l'instant d'être musulmans, y compris des agnostiques, y compris des gens qui ne pratiquent pas. Donc si on disait il y a 4 à 5 millions de pratiquants musulmans en France, je pourrais tout à fait entendre ça. Mais quand on prend globalement l'Oumma, si on ajoute donc aussi bien les enfants que les agnostiques que les non-pratiquants, ça représente 9 millions de personnes. Et ce n'est pas un chiffre que j'ai sorti tout à fait de ma poche arrière. C'est un travail scientifique qui a été fait par 3 méthodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes, c'est largement expliqué dans l'ouvrage. Absolument. Mais il y a une méthode chronologique, c'est-à-dire compte tenu de ce qu'on sait du nombre de musulmans en 1986,
en 1998, en 2002, et de la courbe, si on prolonge la courbe, on arrive à tel chiffre. Il y a une deuxième méthode qui est une méthode par les ethnies, même si, on le sait, les statistiques ethniques sont interdites, mais enfin, on sait très bien comment contourner tout ça. Et comme je travaille avec des diasporas africaines et maghrébines, je suis quand même un petit peu au courant d'un certain nombre de choses. Et il y a une troisième méthode qui est très technique, très compliquée, qui consiste à croiser le solde migratoire et le solde naturel. Donc, on arrive ainsi, aussi bien sur le plan de l'immigration que sur le plan de l'appartenance religieuse, à des chiffres qui sont, disons, au moins les plus vraisemblables possibles. À partir de ce chiffre, Jean-Paul Gorevitch, 9 millions de personnes dont on considère qu'ils sont musulmans, donc issus d'une tradition différente de celle qui a fait la France, est-ce qu'on peut considérer que ce ratio 9 millions sur 67 millions est un ratio suffisant pour évoquer une notion de remplacement? Non, pas véritablement. Même si parmi ces 9 millions, il y a une minorité très agissante, voire activiste, de gens qui veulent absolument faire triompher leur religion et qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Ils ne sont pas majoritaires, loin de là. Il y a une augmentation indiscutable de la population musulmane, comme il y a une augmentation indiscutable du nombre d'immigrés, comme il y a une augmentation indiscutable du nombre d'enfants d'origine étrangère. Mais pour l'instant, on n'a pas atteint un seuil de basculement qui permettrait de dire « ça y est, le grand remplacement est en marche, il va se produire à telle date ». Une question supplémentaire, est-ce que dans ce cas-là, vous actez qu'il y ait des petits remplacements? J'entends par là des populations qui auraient été remplacées localement, sur des secteurs, sur des quartiers, sur des villes, sur des départements. Est-ce que ça, vous intégrez cette notion? Absolument. Je ne suis pas le seul. Jérôme Fourquet l'a fait avant moi dans l'archipel français. D'autres l'ont fait, que ce soit Laurent Oberton ou quelques autres. Et on sait très bien que dans un certain nombre de zones, alors souvent des zones de l'endroit, pas toujours, mais la plupart du temps, les populations d'origine étrangère et les populations musulmanes sont majoritaires. Ça se voit évidemment en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans des tas de villes qui avaient été relativement épargnées par ce phénomène. On le sait pour Roubaix, on voit très bien l'évolution de Rennes, de Nantes, de Nîmes, d'un certain nombre de villes où la population d'origine étrangère est majoritairement musulmane et de plus en plus importante. Donc, vous avez raison, il y a des endroits où, effectivement, ces populations sont majoritaires et que, non seulement elles sont majoritaires, mais du coup, ceux qui étaient de tradition française ou judéo-chrétienne ou autre se sentent minoritaires et ont envie de partir. Alors, de votre ouvrage se veut aussi un manuel de désintoxication, avec toute une série de prescriptions. Alors, il y a une première prescription qui est d'en finir avec le déni de réalité. Mais là, c'est encore un terme qui est d'Emmanuel Macron, vous me pardonnerez, mais c'est encore lui qui en est le dépositaire, oui, sans vouloir vous emmerder. Il est aussi un peu responsable du déni de réalité. Il n'y a qu'à écouter un certain nombre de médias mainstream pour s'apercevoir qu'il y a des informations qu'on camoufle, qu'il y a des informations qu'on hiérarchise de telle façon à ce qu'elles soient en bas de la colonne, et qu'il y a d'autres informations qu'on valorise alors que ce sont parfois des anecdotes ou des opérations émotionnelles. Vous prenez à bras-le-corps dans ces prescriptions
préconisation l'islamisme en invoquant la réforme du financement du culte musulman. Alors là, on a quitté Macron et ses grossièretés pour aller plus chez Le Pen ou chez Zemmour. On est plus chez Le Pen et Zemmour que chez Jadot et Mélenchon. Alors, il est difficile d'avoir une représentation équilibrée, proportionnelle et cohérente des musulmans résidant en France. Sarkozy l'a tenté, ça n'a pas véritablement été une réussite, et d'autre part, les musulmans de France sont très divisés les uns par rapport aux autres. Et on le voit dans certaines villes où vous avez plusieurs mosquées qui coexistent, avec des conflits internes ou des financements qui sont réclamés parfois aux mêmes organismes. Bon, donc je comprends très bien qu'il faut avoir des interlocuteurs et qu'un pouvoir a besoin d'avoir en face de lui des interlocuteurs pour régler des problèmes sociétaux. Mais pour l'instant, et malgré toutes les réformes en cours ou passées, nous n'avons pas véritablement d'interlocuteurs sur le plan de la représentation des musulmans, comme nous n'avons pas non plus d'interlocuteurs pour les diasporas. Je travaille avec le partenariat eurafricain pour essayer de mettre en place une plateforme des diasporas avec les diasporas elles-mêmes. Les diasporas, c'est 12 à 13 millions de personnes en France. C'est pas rien du tout. C'est le point commun, le point de passage entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Donc, ils ont un rôle fondamental, aussi bien pour le Conseil que pour l'aide à ceux qui arrivent, que pour aussi peut-être la dissuasion pour un certain nombre de gens, en leur disant mais c'est pas le moment de venir, en tout cas c'est pas le moment de venir là. Donc le fait de ne pas avoir d'interlocuteur qualifié, légitime, pose un grave problème au pouvoir parce qu'il prend des décisions sans pouvoir les faire valider. Alors il y a aussi une proposition qui tient du miracle dans votre ouvrage, c'est retrouver la confiance vis-à-vis des politiques. Alors est-ce que le désaveu des politiques, est-ce qu'il est pallié par exemple au grand remplacement ? Parce que il a été soigneusement occulté, mais ça se traduit peut-être déjà dans les urnes par une abstention, par le refus de soutenir ces politiques qui nous ont caché la réalité et la vérité. Donc vous voyez que le grand remplacement se réinviterait néanmoins dans l'esprit des gens. Je ne pense pas qu'on puisse faire une équivalence entre l'ensemble des abstentionnistes et le fait que s'ils s'abstiennent, c'est parce que le grand remplacement est un petit peu au cœur de leurs préoccupations. Ce qui est vrai, en revanche, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un discrédit de la parole politique qui vient aussi, on le voit presque aujourd'hui, de ce que les politiques et une grande partie des médias nous ont camouflé systématiquement un certain nombre d'informations. Qu'il s'agisse de la délinquance, de l'immigration, de l'islamisme ou de choses plus générales comme le bouleversement climatique, le pouvoir d'achat, l'inflation ou par exemple la fraude fiscale, la fraude sociale, etc. À partir du moment où les gens se disent « ce qu'on nous dit ne correspond pas à ce que nous vivons », ils ont effectivement envie de ne plus, pour certains, de ne plus participer à l'animation du débat politique. On voit bien aujourd'hui qu'il y a, et vous le soulevez dans tous vos ouvrages, pas que celui-ci bien sûr, concernant l'immigration, vous dites qu'il y a une urgence politique à maîtriser cette immigration dont l'islamisme est une des conséquences. Mais face à cette revendication qui paraît légitime, tout au moins de notre point de vue, la tentative, elle est de voter pour qui ? Est-ce qu'il y a une tentation Zemmour ? Alors, moi, c'est ça le titre. Est-ce qu'il y a une tentation Zemmour ? Alors, j'ai expliqué dans l'ouvrage, bon, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'ouvrage, j'avais fait
un ouvrage sur le grand remplacement, réalité ou intox, qui était sorti chez Pierre-Guillaume Deroux, qui a été épuisé tout de suite. Pierre-Guillaume Deroux est mort, sa maison d'édition est en liquidation. Donc, j'ai souhaité, avec Frédéric Ovadia, mon éditeur, ressortir en actualisant les données sur le grand remplacement et le lier à la candidature Zemmour, d'une part parce que le grand remplacement, c'est le cœur de la candidature Zemmour, d'autre part parce que j'ai quand même une certaine connaissance de l'image politique et donc je peux analyser le positionnement politique et la trajectoire. Et j'ajouterais que ce que vous avez côtoyé Éric Zemmour. Ah, j'ai côtoyé Éric Zemmour, j'ai déjeuné avec lui, j'ai parlé avec lui, nous avons échangé des SMS, etc. Ça peut pousser à une tentation Zemmour, non ? On ne se doit rien, il ne m'a jamais invité, je ne l'ai jamais chroniqué. Donc nous sommes parfaitement libres par rapport à l'autre. Alors la tentation Zemmour, elle est triple. Il y a la tentation de Zemmour lui-même, et qu'il a d'ailleurs acté, puisque après avoir hésité, il a décidé de se présenter. Il y a la tentation des partisans de Zemmour, qui se disent, avec cette personne sortant de l'ordinaire, n'étant pas du sérail politique, nous allons vivre une autre expérience politique, nous allons pouvoir renverser la table et créer autre chose. Et il y a la tentation des adversaires de Zemmour, parce qu'ils cherchent, faute d'avoir des candidats, notamment à gauche, qui fassent des scores importants, ils cherchent un bouc émissaire. Ils cherchent à dire, voilà le mal absolu, et c'est nous qui combattons ce mal absolu. Donc il y a une triple tentation, et en fait, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que cette triple tentation fonctionne dans les trois cas. Oui, mais ça ne répond pas à ma question, et c'est ma dernière question, mais c'est la bonne. Quelle est la tentation pour mettre fin à cette immigration incontrôlée, cet islamisme en expansion? Quelle est la tentation? La tentation, c'est de voter. On est d'accord, vous êtes pour le vote. Alors, chacun fait comme il l'entend, mais je comprends très bien que la plupart des gens... Vous faites des prescriptions tout au long de l'ouvrage, et là, je vous pose la question, est-ce qu'il faut aller voter? Vous me dites, est-ce qu'il faut aller voter? Non, chacun fait ce qu'il entend. Il y a des gens qui vont voter, il y a des gens qui vont voter blanc parce qu'ils refusent toutes les possibilités. Il y a des gens qui pensent qu'en s'abstenant, ils montrent que ceux qui sont élus sont minoritaires. Moi, je constate simplement que l'effet Zemmour a droitisé la campagne, que en mettant au cœur de la campagne les problèmes d'immigration, d'islamisme, de délinquance, il a fait en sorte qu'un certain nombre de ses concurrents se positionnent par rapport à lui. C'est ce que j'appelle sa victoire idéologique. Et je vais vous répondre que Marine Le Pen le faisait depuis des années. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Marine Le Pen elle-même ne croit pas au grand remplacement. Je crois qu'elle a utilisé le mot raciste pour en parler, ce qui ne me paraît pas d'ailleurs le mot le plus approprié. Bon, mais passons. La différence entre le positionnement de Marine Le Pen et le positionnement d'Éric Zemmour, c'est que Éric Zemmour, il est droit dans ses bottes sur un schéma directeur axial. Alors que Marine Le Pen essaye d'ouvrir l'horizon beaucoup plus largement, quitte d'ailleurs à perdre ou à négliger une partie de ses fondamentaux. Alors moi je dis, je ne suis pas là pour dire votez X, votez Y, votez Z, je suis là pour donner des outils à chacun pour qu'il puisse voter en connaissance de cause. Si j'ai bien compris, vous faites des prescriptions, sauf l'essentiel, c'est-à-dire pour qui je vote. Est-ce que je vote pour Zemmour, Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, Lassalle, Antoine Martinez? Il y a des candidats. Ça n'est pas notre rôle de scientifique c'est votre rôle de citoyen. De dire voilà pour qui il faut voter. Quant au citoyen Gourevitch, je vous répondrai ce que je réponds d'habitude. Quand on veut savoir si le citoyen Gourevitch vote, s'il vote pour quelqu'un et pour qui il vote, il y a deux
solutions. La première, c'est de lire les quelques 90 ouvrages que j'ai produits. Ça fait quand même 20 millions de signes. Et même en prenant que 1%, on doit pouvoir s'en sortir. Et la deuxième solution, elle est beaucoup plus rapide et elle tient en un seul mot, Joker. En un seul mot ? Joker. Joker. Bon, eh bien écoutez, Joker. Allez, c'est Joker, mais en attendant de retrouver une vision raisonnée de ce grand remplacement. Est-ce que vous utilisez raisonnable? Est-ce que ce terme rationnel? Rationnel. Allez, pour une vision rationnelle de ce grand remplacement et de la tentation politique qui en découle avec Éric Zemmour, je vous invite à lire ce document. Vous y trouverez beaucoup de chiffres, beaucoup de références et matière à réflexion. C'est aux éditions Ovadia, mais c'est aussi en vente sur le site tvliberté.com, tvliberté.com, et vous allez dans la boutique officielle de TV Liberté, vous procurez cet ouvrage. Vous avez été 10 000, un peu plus, 10 000 à le faire en 2021, donc je vous invite à poursuivre cette pratique en 2022. Merci Jean-Paul Gourevitch. Merci.